Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. À chaque semaine, l'émission couvre l'actualité lavalloise et divers aspects de sa vie sociale, communautaire, culturelle, du monde des affaires et de la politique. Laval et compagnie, c'est tout ça et plus encore. Pour nous parler de ce qui fait jaser dans l'actualité lavalloise, il est de l'Écho de Laval, Ghislain Plourde. Bonjour. Bonjour, Éric. Premier sujet, 2 têtes valent mieux qu'une, mais pas en politique municipale. Le fameux principe de codicité. D'abord, expliquons en quoi consiste ce principe selon la loi municipale au Québec. C'est un principe qui peut s'appliquer dans les villes de 100 000 habitants et plus. Donc, à Laval, on serait dans les règles. Et un conseil municipal doit adopter par voie de règlement ce principe-là. En quoi ça consiste exactement? Pour un chef de parti, c'est une double candidature. Donc, C'est comme un président et un vice-président. C'est ça? Ça peut ressembler à ça un peu. C'est-à-dire qu'un chef de parti devient candidat à la mairie et aussi candidat dans un district désigné. Comme conseiller à ce moment-là? Comme conseiller, effectivement. On choisit un district à l'avance. Évidemment qu'on a dans ce district déjà un conseiller municipal qu'on désigne comme codicitier. Alors, l'élection arrive, si le chef de parti se fait battre à la candidature à la mairie et que son candidat du district, lui, l'emporte dans son district, le chef du parti peut prendre le relais donc de son candidat qui a gagné dans son district. On joue à chaise musicale. Pour siéger au conseil municipal. À Montréal, par exemple, Richard Bergeron siège de cette façon comme principe de codicitier, Louise Arel également. Donc, c'est pour une plus grande démocratie et on voulait instaurer ce principe de codicitier pour l'actuelle campagne municipale. La candidate à la mairie et chef du parti Option Laval, Claire Lebel, qui souhaitait son implantation. Malheureusement, on était dans des délais très serrés. On devait adopter en accéléré le principe de codicitier avant le 20 septembre, chose qui n'a pas été faite. Donc, on met au rencard pour l'instant cette idée-là. C'est remis dans 4 ans, peut-être? Peut-être pour les prochains élus là, qui auront à se pencher sur cette question. Le nouveau chef de police de Laval a 2 grandes ambitions et elles ne sont pas les moindres. Pas évident. Pierre Brochet, c'est son nom, le nouveau chef de police là, qui a été assermenté il y a quelques jours à peine et veut mener une lutte contre la collusion et la corruption. En fait, Pierre Brochet veut jouer un rôle clé dans la reconstruction de la crédibilité de l'administration lavalloise. C'est important, c'est que disons-le que la crédibilité de l'administration a été entachée sévèrement au cours des dernières années. Faut dire qu'en matière de lutte à la collusion et la corruption, Pierre Brochet, de par ses précédentes expériences, est un bonhomme chevronné. C'est un ancien adjoint au service de police de la Ville de Montréal. Il a fondé l'EPIM, qui est l'unité permanente à l'intégrité municipale, qui est le pendant, si vous voulez... De l'UPAC, à ce moment-là? Oui, c'est ça qui est le pendant municipal de l'UPAC. Donc, il veut véritablement s'attaquer à ce problème de collusion et de corruption à Laval. Bon, je lui souhaite bonne chance. Oui. Et puis, il y a une maison ancestrale de Sainte-Rose qui pourrait être sauvée. Oui, on demeure toujours dans le conditionnel. Oui, il y a un petit point d'interrogation là, au bout de ça. Exactement. C'est une maison qui est presque centenaire, construite en 1919. Elle est située sur la terrasse du Frein, dans Sainte-Rose. Malheureusement, elle ne se trouve pas à l'intérieur de la zone patrimoniale. Donc, de là, un promoteur en a fait l'acquisition, veut la démolir pour construire un immeuble... à condo, j'imagine. Un immeuble à condo. Okay. Ça suscite, disons, le questionnement de plusieurs citoyens qui ont formé une association là-bas. On veut sauver la maison. On a proposé un premier plan de la relocaliser, cette maison, donc de la déménager ça, dans un parc voisin, le parc Notre-Dame, pour en faire le chalet municipal, si vous voulez. Malheureusement, pour des questions de zonage, c'est impossible. Cependant, maintenant, il y a un diffuseur de spectacle, la coopérative Sainte-Rose-des-Vents, qui voudrait faire un partenariat public-privé pour acheter cette maison pour en faire un lieu de diffusion. Alors, c'est possiblement une solution là, qui pourrait être favorable là, à la sauvegarde de cette maison presque centenaire. Alors, on peut lire à chaque semaine Ghislain Plourde et ses collaborateurs dans l'Écho de Laval. Ghislain, merci beaucoup encore de ta collaboration et bonne semaine.
la chronique sportive cette semaine, je vous ai préparé plusieurs choses, mais tout d'abord, j'ai une petite nouvelle pour vous. Donc, du 18 au 21 septembre dernier, ce sont plus de 34 militaires qui ont quitté Valcartier en direction d'Ottawa pour amasser des fonds pour le programme Sans Limites, donc un programme destiné à venir en aide aux militaires blessés lors de missions internationales. Il s'agissait d'un périple de 550 km à vélo, étendu sur 4 jours, et les cyclistes ont passé dans notre magnifique ville de Laval. Popularisée depuis 5 ans, la course de l'armée est devenue la course avec le plus haut taux de croissance au pays et qui contribue au fonds Sans Limites et à celui des familles militaires. C'est une très belle initiative et au nom de la télévision régionale de Laval, félicitations aux cyclistes. Donc, chose dite maintenant, puisque le 29 septembre prochain aura lieu la Journée internationale de la maladie du cœur et pour l'occasion, eh bien, j'ai invité une magnifique jeune dame au nom de Samantha pour nous parler d'activités physiques qu'on pourrait prendre au quotidien, justement pour éviter d'être atteint de maladie du cœur au courant de notre vie. Alors, Samantha, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va très bien, merci. Alors, Samantha, toi, tu es une professionnelle de l'entraînement. Alors, je me fie sur toi aujourd'hui pour me donner un petit peu de trucs, pour des activités physiques cardiovasculaires. Mais tout d'abord, j'aurais quelques petites statistiques. Donc, selon Richard Chevalier, dans le livre « À vos marques, prêt, santé », donc l'inactivité physique augmenterait de 50 % notre risque de mourir prématurément d'une maladie cardiaque. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est alarmant, ces statistiques-là. De base, nous entendons toujours que nous devons s'entraîner, être actifs et de bouger. Et la raison pour laquelle, c'est on veut être en santé. On veut bouger, on veut être actif et vivre une bonne vie. Donc, les statistiques représentent beaucoup de choses alarmantes en termes de si on n'est pas actif, qu'est-ce qui va nous arriver? Il est recommandé de faire des activités physiques un minimum de 30 minutes par jour, intensité moyenne, 5 à 7 fois par semaine. Donc, si on calcule qu'on ne fait pas ceci, on peut simplement se penser qu'est-ce qui arrive à notre cœur, à nos poumons, à nos muscles, en fait, la santé physique et aussi mentale. Donc, il est très, très, très important de s'initier à faire des activités comme telles, l'entraînement cardiovasculaire, que ce soit la marche rapide, des randonnées, du vélo et aussi un petit jogging. Donc, toutes ces activités, même s'ils sont de base, peuvent venir améliorer notre condition physique, certainement l'entraînement, le système cardiovasculaire. Oui. Là, on parle d'entraînement, d'activité à fréquence modérée. Oui. C'est ça qu'on a dit. Exactement. Ce serait quel genre d'activité? Je veux dire, une marche rapide, un petit tour à bicyclette? Tout va dépendre de notre fréquence cardiaque personnelle à nous. Donc, au repos, nous avons une fréquence cardiaque entre 60 et 100 battements par minute. C'est qu'est-ce qui est considéré la norme. Ensuite, nous devons prendre cette fréquence cardiaque et faire un calcul pour déterminer qu'est-ce qui est la zone modérée pour nous. OK. Par contre, je vous donne un exemple. Une personne âgée de 40 ans, si elle veut s'entraîner dans une zone modérée, elle prendra 220 moins son âge et ensuite va multiplier ce nombre-là par 50 à 70 %. Ceci représente les zones modérées d'entraînement cardiovasculaire pour une personne de 40 ans, par exemple. Et puis, s'entraînant modérément. Oui. Donc, ça, tout à l'heure, tu nous as dit que ça pouvait nous aider à améliorer notre endurance cardiovasculaire. Ce serait quel genre d'activité précisément? Parce qu'on n'a pas tout le temps envie d'aller s'entraîner en salle de gym. Des fois, ça coûte cher. Des fois, on n'a pas nécessairement l'accessibilité à ces infrastructures-là. Mais quel genre d'activité on pourrait faire à la maison, là, comme ça, l'hiver? Par exemple, l'hiver qui s'en vient. Là, aurais-tu des suggestions pour nous? À la maison, qu'est-ce qui est la chose la plus facile à faire? C'est monter et descendre les marches. Nous avons des marches à la maison, donc monter et descendre pendant 15 minutes va au moins nous donner un petit quelque chose de plus. Ça peut devenir redondant, mais si on n'a pas d'équipement, c'est quelque chose de très facile à faire. Même si c'est l'hiver, dépendamment de la température, on peut toujours aller faire des marches à l'extérieur en étant bien habillé. Marcher dans la neige spécifiquement va faire en sorte qu'on va travailler plus fort. Le muscle des jambes vont devoir forcer encore plus. Le système cardiovasculaire va embarquer. Et ça peut être quelque chose qu'on peut faire à l'extérieur et profiter de la température d'hiver.
Et puis pour ceux et celles, par exemple, que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas entraînés, est-ce qu'il est suggéré de faire quelque chose avant, peut-être un test médical pour s'assurer qu'on n'a pas de problème cardiaque au départ? Certainement, surtout si on a un risque de maladie cardiovasculaire qui est dans la famille. On veut s'assurer que ceci ne nous affecte pas nous-mêmes. Donc, un test au médecin à chaque année, un test médical, on peut passer en fait un test cardiovasculaire qui va déterminer si le cœur fonctionne comme il faut, c'est quoi nos fréquences cardiaques et est-ce qu'on a le OK pour s'entraîner. Du médecin. Du médecin, exactement. Et puis, à la salle d'entraînement, là, on a parlé dans la maison, mais si, par exemple, on décide qu'on s'inscrit en salle d'entraînement, en salle de gym, hein, comme c'est communément appelé, donc, si je décide de faire du cardio, on a les machines, on a le tapis roulant, on a l'elliptique, on a les machines appelées un petit peu plus en anglais, là, le Stairmaster, Stepmaster. Oui. À quelle intensité est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que ça devrait être un 20 minutes ou un 30 minutes où on peut varier les machines? Comment est-ce que ça fonctionne? Bien, on veut toujours maintenir le 30 minutes minimum qui est recommandé. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester, comme vous avez dit, une seule fois sur la machine 30 minutes de temps. Nous pouvons faire 15 minutes pour accumuler le 30. On peut faire un 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Donc, peu importe les machines qu'on choisit, on veut accumuler 30 minutes et toujours écouter notre corps. Une des choses les plus importantes à l'entraînement cardiovasculaire, c'est d'être à l'écoute de son corps. Est-ce qu'on est capable de bien respirer? Oui, c'est exigeant, mais est-ce qu'on est capable de tenir une conversation ou peut-être chanter une chanson? Ceci nous permet de savoir est-ce que c'est trop difficile ou pas assez difficile pour moi? C'est vrai, ce sont tous des bons petits trucs. Alors, le mot de la fin, c'est déjà terminé. Alors, je dirais écouter son corps. Ce serait ça. Exactement. Alors, merci beaucoup, Samantha, pour ces précieux conseils. Merci à vous. Merci. TVRL s'est récemment choisi un nouveau conseil d'administration pour mener à bien sa destinée des prochaines années. Et qui de mieux pour nous en parler que ce nouveau président du CA de TVRL, Eduardo D'Acosta. Bonjour, Eduardo. Bonjour, Éric. Je sais que tu es occupé mur à mur et tu t'es rajouté ça dans ta liste de tâches à faire. Oui, ça me tentait. Ça me tentait beaucoup parce que la télévision, je l'écoute, je l'aime, la télévision. Et on a plusieurs affaires qui n'ont pas été faites. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faites encore avec la télévision. Il faut vraiment donner une place à cette télévision-là et ça me tente de faire ça. Toi, tu veux répondre aux besoins de communication avec les gens de Laval parce que maintenant, on a les grands réseaux, mais on ne parle plus directement à nos habitants. Exactement. Puis il y a tellement de choses à dire. Puis aujourd'hui, c'est évident quand tu ouvres la télévision, tu sais ce qui se passe partout dans le monde, mais on oublie, on ne sait pas ce qui se passe à Laval. Présentement, à moins qu'il y ait un drame ou une affaire comme ça, c'est ça. Mais présentement, on sait qu'est-ce qui se passe à Laval parce que toutes les autres chaînes nous en parlent. Oui. Mais je crois que la communauté, on a tellement d'ethnies, nous, à Laval. Il faut tellement savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils pensent, puis pourquoi ils pensent comme ça. Puis c'est avec notre propre télévision qu'on va pouvoir faire des affaires comme ça. Toi, tu es toi-même un Portugais. Portugais, oui. Est-ce que tu donnes une saveur, comment je te dirais, plus communautaire à cette télévision-là? En fait, c'est le but de la télévision. La télévision doit être communautaire le plus possible. Et je me rappelle, quand on était petit, il y avait des Portugais, des Italiens, puis des Grecs ici à Laval. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Non, il y en a de toutes les sortes. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Puis, tu sais, il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire. Il faut comprendre. Puis, il faut savoir dans quel secteur ils habitent, pourquoi ils habitent là. Il y a plein de questions qu'il faut savoir. Et c'est avec une télévision communautaire qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Puis avant, il y avait une connotation assez négative à la télévision communautaire. Maintenant, elle se bat contre les autres réseaux au même titre, sauf pas toujours avec les mêmes moyens. Mais je pense que c'est plus au niveau du contenu que du contenant maintenant qu'on s'adresse aux gens. En fait, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus grand avec la télévision. Laval, on est tellement grand, c'est quand même une énorme ville. Puis si tu regardes, par exemple, comme à Québec, avec Télémag, qui ont leur télévision juste pour la ville de Québec, le but de l'exercice, un jour, ça serait vraiment d'avoir notre propre télévision, de dépasser, pas seulement d'être communautaire, mais de pouvoir avoir nos propres annonceurs, de pouvoir faire vivre une télévision vraiment indépendante à Laval. Mais les moyens que le CRTC nous donne avec Vox et MaTV présentement sont quand même extraordinaires. Puis on travaille dans ce cadre-là, mais ça ne nous empêche pas de rêver. Okay. Eduardo, toi qui es un visionnaire, tu vois quoi pour ta télé dans 10 ans? Dans 10 ans, avoir encore plus d'abonnés. Dans 10 ans, je voudrais qu'on ait notre propre chaîne à courte transmission. Ça veut dire qu'on puisse juste avoir une télévision
qu'on appellerait plus une télévision communautaire, mais une télévision appartenant à Laval. Donc, une télévision citoyenne à ce moment-là. Une télévision citoyenne, on aime ça. Puis aussi d'avoir, pouvoir annoncer, pouvoir élargir énormément la télévision. OK. Tu t'adresses aux gens qui regardent cette télévision-là, qui font l'exercice de faire un 09 en ce moment. Ouais. Tu leur dis quoi? En fait, merci d'aller au 09. Merci d'encourager votre télévision. Et c'est vraiment un peu, comme tu disais, une télévision qui appartient aux citoyens. Puis il ne faut pas hésiter de nous envoyer des demandes, de nous demander exactement ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre dans notre télévision. On est là pour les citoyens de Laval. D'ailleurs, je donnerai ses coordonnées à la fin de l'émission. Merci, Eduardo. Puis bon défi. Merci beaucoup. Merci de t'impliquer. Dans la longue liste des candidats issus du monde des médias et des arts qui se présentent aux prochaines élections municipales, il faut ajouter son nom, puisqu'il est à la fois gérant d'artistes et producteur. Il représente la circonscription de Saint-Vincent-de-Paul et il veut être conseiller municipal donc, de ce secteur avec l'équipe de Jean-Claude Gobet du parti Action Laval. C'est un gars que je connais, mon Dieu, depuis quoi? Au moins 20 ans, certainement. Ah oui, c'est ça. Paul Galati. Oui. Étonnant de se retrouver, toi et moi, à parler de politique alors qu'on a toujours parlé de show business tous les deux. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette direction-là, Paul? J'étais tanné de devoir entendre ce qui se passait à la ville de Laval. Puis je me suis dit qu'il fallait faire un changement. Dans ma vie, je suis une personne qui était passionnée. Et donc, quand je travaille, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%. Donc, j'étais tanné d'être un citoyen qui payait des taxes, puis de rien faire. De se faire avoir aussi, hein, ça, c'est ça. Et là, tu t'en vas en politique et t'amènes... Est-ce que c'est une expérience d'affaires ou de show business que tu amènes en politique, Paul? Plutôt d'affaires. Parce que je fais partie de 3 conseils d'administration. Je coach le soccer, le hockey à l'Étoile de l'Est. J'étais un père, 2 belles filles, 9 ans et 13 ans. J'ai géré ma compagnie, j'ai géré la carrière de Jacinthe, entre autres. On ne l'a pas dit, mais c'est vrai. Oui, qui est internationale. Ouais. Et donc, oui, j'apporte quelque chose d'affaires. Il va avoir le petit touche tout le temps. artistique. Mais le succès que j'ai eu avec Jacinthe, je pourrais l'apporter à la ville de Laval, puis rebâtir, remonter Laval dans une manière d'affaires plus attachée, plus conscient de qu'est-ce qu'on fait avec notre argent, comme citoyen et citoyenne. Quand on fait le métier que tu fais et qu'on se lance en politique, on est conscient quand même que c'est pas tout le monde qui veut aller dans ce monde-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, à part les raisons que tu viens de m'évoquer là? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je pense, ça fait 10 ans que j'habite à Laval et j'ai toujours été une personne qui a été le président, le capitaine, whatever. Donc, j'adore être ici à Laval et il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis, comme j'étais citoyen de Montréal, j'ai vu des bonnes choses et je voyage à travers le monde. Et donc, je vois des choses que je voudrais apporter transposer, donc à Saint-Vincent-de-Paul. Je vais vous donner juste un exemple. À Montréal, il y a un projet qui s'appelle Play Me. C'est un projet de... C'est des pianos dans les parcs? Exactement. Oui, OK. Pourquoi pas qu'on n'a pas ça à Laval? Il y a 2 places dans mon secteur. Il y a le vieux Saint-Vincent-de-Paul puis le centre de la nature. Puis, on devrait, tu sais... Puis je me trompe-tu en disant que Saint-Vincent-de-Paul, d'abord, c'est un joyau, parce que c'est magnifique, c'est au bord de l'eau, mais ça a été un peu laissé à elle-même ces dernières années. Hein? Il y a comme un vieux Saint-Vincent-de-Paul, puis il y en a un qui se développe un peu. Il faut remettre en vie le vieux Saint-Vincent-de-Paul. Je voudrais, comme j'ai voyagé, j'étais allé en vacances à Vancouver, j'ai vu le parc Stanley, puis là, il y a des plages, il y a des traversiers, il y a des boutiques, il y a une vie. Présentement, le vieux Saint-Vincent-de-Paul, c'est un petit village dans une belle... Oui, absolument. T'sais, donc, pourquoi pas remettre en vie cette partie-là? En 88, quand le vieux Penn a fermé, le vieux Saint-Vincent
a commencé à descendre. Bon, Jean-Claude Guébé, pourquoi son parti t'a choisi de te joindre à lui? Premièrement, je voulais m'associer avec quelqu'un qui était très intègre et... j'ai de l'expérience aussi. Exactement. Ouais. 20 ans en politique provinciale. Et donc, j'ai travaillé fort pour bâtir mon nom. Je voulais pas m'associer avec quelqu'un qui avait quelque chose... Un point d'interrogation, on va dire. Exactement. Okay. Donc, c'est pour ça que je me suis associé avec M. Jean-Claude Guébé. Il faut absolument que je te pose la question, puisque tu as quand même devant toi un journaliste artistique. Oui. Tu es le gérant, et on l'a dit, de Jacinthe. Elle est enceinte, elle va avoir un bébé très bientôt. Ça fait quoi, ça, dans la carrière d'un producteur et gérant d'artiste, de voir son artiste avoir un enfant? Ah, je suis content pour elle. C'est comme ma petite sœur. Donc, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Je viens de lancer son nouveau disque aussi, son nouveau single Music to the Sound. Et elle va avoir des photos dans la semaine. Dans la semaine? Oui. Fait qu'on va pouvoir lire ça dans le magazine de la semaine puis voir les belles photos de cette Jacinthe. Toi qui fais du porte-à-porte jusqu'à la fin des élections, c'est-à-dire jusqu'au 3 novembre, tu voudrais dire quoi aux gens de Saint-Vincent-de-Paul si jamais tu n'as pas la chance de les croiser? Wow. Premièrement, je voudrais dire, si vous me donnez votre confiance, vous allez avoir une voix Ville de Laval. Et donc, je vais travailler très, très fort pour vous. Et donc, voilà. Si jamais il y a de quoi, mon numéro de téléphone, vous pouvez cogner à ma porte. Je vis à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, venez me voir, je veux vous rencontrer. Puis tu es un spécialiste de la voix VOX, mais là, ça va te prendre des voix pour les prochaines élections. Paul, je te souhaite la meilleure des chances pour ces élections municipales. Merci beaucoup. Tu es tout un candidat. Merci beaucoup. Merci. Il y a 30 ans, il tombait en amour avec une plante, même une fleur énigmatique. Maintenant, il est installé au Québec depuis 1998 et il est l'un des plus grands producteurs pour l'Est du Canada d'orchidées, des orchidées du paradis, Laurent Leblond. Bonjour Laurent, merci d'être à Laval et compagnie. Bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Moi de même. Je connais très peu l'orchidée et je pense que je fais partie de la majorité des gens. Pourquoi aimez-vous tant cette belle fleur et cette plante? Déjà, c'est une fleur assez mystérieuse et qui permet justement de découvrir beaucoup de choses, à la fois tout ce qui concerne la beauté de cette fleur-là, au niveau physiologie, au niveau anatomie, mais on découvre aussi l'histoire de cette plante-là, la géographie aussi, l'art, beaucoup de peintres, d'écrivains, je pense, qui se sont inspirés de cette fleur-là. Donc, c'est vraiment tout un monde à découvrir. Il existe à peu près entre 25 à 30 000 espèces d'orchidées à travers le monde. Et c'est vraiment passionnant à découvrir cette plante-là. Puis vous la faites pousser à Laval, à Sainte-Dorothée, sur le chemin des fleurs. Vous êtes là depuis 1998 et vous en avez quoi, 500 variétés maintenant? Oh, on est presque même arrivé à 1000 variétés. Ah oui, tant que ça. Parce que là, on s'est diversifié vers des espèces qui viennent de Colombie, d'Équateur, du Pérou. Des fois, on a juste que deux ou trois espèces, mais en plus, on a développé aussi toute une expertise d'hybridation, puisque depuis 4 ans, on crée nos propres variétés. Donc là, on est rendu à peu près à 150 variétés qui sont dans nos serres, mais on en a là encore en laboratoire que l'on vient juste d'hybrider. Bon, vous qui venez de France, une orchidée, c'est quoi? C'est le champagne des fleurs? C'est-tu un peu ça? Oui, je viens aussi de la région de Champagne. En plus, bon, ben voilà. On est allé voir ma famille d'ailleurs cet été dans la région de Champagne, qui est toujours viticulteur là-bas près d'Épernay. Mais effectivement, pour les botanistes, c'est la plante la plus évoluée au niveau du monde végétal, parce qu'elle a besoin non pas de conditions particulières, mais de conditions adaptées pour chaque espèce. Et il existe aussi des relations très particulières entre certaines espèces et aussi certains agents pollinisateurs, comme par exemple les papillons, les abeilles, les oiseaux, même parfois les fourmis, qui vont aller polliniser une espèce de plante. Donc c'est ça aussi qui est vraiment passionnant à découvrir. D'ailleurs, je sens votre passion là-dedans. Est-ce qu'on finit par connaître l'orchidée ou c'est un sujet sans fond? Je pense qu'on arrive quand même à maîtriser cette plante-là, mais c'est sûr qu'on en découvre constamment.
Et là, la dernière conférence que j'avais préparée, c'était justement la relation entre les orchidées et leurs pollinisateurs. Mais c'est incroyable tout ce que l'on peut découvrir. Et on se rend compte aussi de la fragilité de ce monde-là. On parle de plus en plus des problèmes avec les abeilles, avec les papillons, avec les pesticides. Nous, on travaille en lutte biologique, ce qui est pour nous très, très important. Donc, on n'utilise aucun pesticide toxique sur nos plantes. On est aussi en fertilisation biologique. Donc, on essaye d'avoir cette approche écologique que moi, j'ai développée depuis à peu près maintenant plus de 30-35 ans, à la fois dans mes autres travaux antérieurs. Là. Mais c'est vraiment important de se diriger vers ça. Est-ce que nos orchidées québécoises, celles que vous produisez, commencent à avoir un rayonnement international? Est-ce qu'on exporte nos fleurs d'ici? J'en exporte un petit peu dans les autres provinces canadiennes, en Ontario et puis au Nouveau-Brunswick, un petit peu aussi par un grossiste qui en vend dans le nord des États-Unis, mais on se concentre essentiellement sur le Québec, compte tenu qu'il y a aussi un attrait des gens pour cette plante-là. Les gens aiment découvrir à partir du moment où on leur donne aussi les bonnes informations, parce que c'est pas très compliqué, simplement il faut avoir les bonnes informations pour pouvoir les entretenir et bien les garder à la maison. Je devais pas avoir les bonnes informations parce que la mienne est décédée. En fait, la plante est encore verte, les tiges, mais sinon les fleurs sont plus là. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct avec mon orchidée? C'est sûr qu'en fonction des variétés, puis du lieu d'achat aussi où vous allez pouvoir les trouver, la durée de vie de la fleur peut être moindre, et puis la durée de vie de la plante aussi. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on leur donne le temps de pousser, on ne les booste pas, et que ce soit par la température ou par l'engrais. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Mais il y a aussi dans le choix des variétés. Nous, les variétés qu'on choisit, notamment cette variété blanche, qui a été déjà plusieurs fois primée par l'American Orchid Society, on a une bonne substance à l'intérieur de la fleur, ce qui fait qu'elle va durer longtemps. Les fleurs qui sont très fines, qui sont plus petites, vont durer aussi moins... plus fragiles à ce moment-là. Plus fragiles, c'est ça. Et c'est pas parce que la fleur est petite aussi qu'elle va durer moins longtemps. Tout dépend aussi vraiment de la variété. Nous, ce qu'on veut, c'est leur laisser le temps de pousser, leur laisser le temps de grandir et de bien se développer. Expliquez-moi la connotation sexuelle entre l'orchidée et la fleur en tant que telle. C'est parce qu'il y a toute une symbolique, non? Une symbolique au niveau de cette fleur-là. Parce que orchis, c'est testicule déjà là? Absolument, absolument. Ça vient donc de ce mot-là. Et la fleur représente presque un sexe féminin si on la regarde attentivement. Absolument. Bien que le nom d'orchis concerne plus les racines. Oui. Parce que ce sont les Grecs qui les premiers ont découvert ces plantes-là, et les plantes en Europe, les orchidées indigènes en Europe, ont deux réserves au niveau des racines, donc, et qui ont en forme la forme des testicules. OK, ça vient de là. Voilà. OK, et on peut visiter vos serres, enfin, là où vous faites pousser, vous en avez combien par année? Vous en produisez combien chez vous? On en a 30 000. 30 000. Donc, on peut aller choisir son orchidée directement sur place? Tout à fait. On a tout un espace d'exposition. On en a à peu près 1000 à 1500 qui sont disponibles pour le public. Et puis, les gens rentrent directement dans nos serres. C'est sûr que le fait aussi qu'on n'utilise aucun pesticide, l'air est quand même beaucoup plus pur et beaucoup plus sain. Ça fait une belle visite en plus. Ça doit être tellement joli. Alors, c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h. Sinon, le dimanche de 10h à 17h. Une deuxième génération se prépare chez vous. Alors, le paradis des orchidées, c'est, et vous allez le voir au bas de l'écran, 1280 Montée, Champagne, Sainte-Dorothée, avec le site internet paradisdesorchidées.com. Monsieur Leblond, merci infiniment de nous avoir parlé de cette fleur absolument magnifique, produite ici même, à Laval. Ben, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Plaisir. Le 19 septembre dernier, c'était la réouverture de la Maison des Arts de Laval et Anne-Marie Kirouac est avec nous pour en parler. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Amélie. Si je comprends bien, ça faisait 1 an que la Maison des Arts était en rénovation? Oui, il l'avait fermée pour mieux la réouvrir, pour vraiment la revamper au complet, la Maison des Arts de Laval. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est où? C'est quand même un emplacement assez central à Laval, à côté du cégep Montmorency, à côté du métro. La Saint-André-Mathieu. La Saint-André-Mathieu, vraiment dans le carrefour culturel.
culturelle, si on peut dire, de Laval. C'est un des piliers quand même, une salle très importante. Et c'était fermé pour rénover, entre autres, les équipements de la salle principale, le Théâtre des Muses. Tous les équipements ont été modernisés. On a revampé tous les espaces communs, par exemple le foyer d'accueil du théâtre, la salle Alfred Pellan, qui est une salle pour des expositions d'art visuel, photographie. Donc vraiment un beau lieu neuf, comme tu le mentionnais, réouvert officiellement depuis le 19 septembre. On a fait une grande soirée d'ouverture. On avait présenté d'ailleurs le spectacle Danse Lassa Danse, qui est un grand spectacle hommage à la chanteuse Lassa Dessela. Oui. Un spectacle qui tourne à travers le Québec depuis quelques temps, là, un très beau spectacle. Donc là, c'est parti pour la nouvelle programmation 2013-2014. Et si je comprends bien, on peut avoir toute la programmation justement sur le site Internet, tu me disais tout à l'heure. Bien sûr, parce que là, bon, c'est sûr que je ne vais pas donner tous les spectacles. Il y en a beaucoup. Non, c'est ça. C'est maisondesarts.laval.ca pour avoir tous les détails. Puis là, pour vous donner quelques idées de ce qui s'en vient, parce que, bon, on a réouvert officiellement le 19 septembre. Oui. Et quelques jours avant, on avait fait le vernissage de 2 expositions. Comme je le mentionnais, il y a la salle Alfred Pellan qui propose 4 expositions d'art contemporain, d'œuvres contemporaines par année. Et donc là, on a jusqu'au 15 septembre, ça a commencé le 15 jusqu'au 17 novembre, 2 expositions. Une plus de photographie d'Elena Willis qui s'appelle Cohésion. Donc une grande exposition qui est dans la salle Alfred Pellan et c'est jumelé à une autre qui s'appelle Contenir l'essaim, comme un essaim d'abeilles, de Jeffrey Poirier. Donc ça, c'est les 2 expos qui ouvrent. Ça, c'est plus une installation d'art visuel et l'autre photographie. C'est jusqu'au 17 novembre. Et sinon, bien, dans le foyer d'accueil du théâtre, il y a des expos aussi. Il y en aura 4 par année. Donc, vraiment, beaucoup d'activités. Et la Maison des Arts de Laval, ça propose, oui, de l'art visuel, je vous le mentionnais, mais aussi du théâtre. Beaucoup de pièces de théâtre qui vont être là cette année. Certaines œuvres qui ont été présentées à Montréal dans des théâtres au courant de la saison dernière qui reviennent. Oui. Il y a des spectacles de danse aussi. Il y a un peu de musique avec le Festival Diapason, entre autres. Je vous en reparlerai dans quelques semaines, le Festival de musique Diapason. Et sinon, bien, il y a aussi danse, théâtre, musique et un peu... Art visuel, photo, peinture... Il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film. Ça, c'est peut-être quelque chose... Sinon, on garde ça pour la salle André Mathieu, pour les projections, juste à côté. Sinon, bien, pour une belle façon, bien, il y a beaucoup de spectacles pour enfants. C'est ça que c'est important de mentionner. Dans plusieurs disciplines, musique, théâtre, danse, cirque pour enfants. D'ailleurs, pour les enfants, pour le cirque, il y aura une journée spéciale le 5 octobre de 14h à 19h. C'est le Circus Incognitus, qui est un spectacle de cirque pour les 5 ans et plus. C'est présenté par Jamie Atkins. C'est un acrobate virtuose pour enfants, donc à ne pas manquer le 5 octobre. Et sinon, pour connaître la salle, il y a une grande journée porte ouverte qui a lieu en ce moment même, en fait, le dimanche 29 septembre, dans le cadre des Journées de la culture. Donc, on peut aller visiter les nouvelles installations de la Maison des Arts. Il y a des tours guidés pour vraiment nous faire connaître ce qu'on a fait. Parce qu'on investit là, plus de 3 millions de dollars quand même. 3 millions de dollars. 3,1 pour être plus précis. Là. Et donc, on peut visiter ça. C'est jusqu'à 18 heures, donc le 29 septembre, on peut visiter et bien sûr se mettre au courant parce qu'il y a beaucoup de choses et ceux qui disent qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe culturellement à Laval, là, dans le cadre de mes chroniques, vous allez voir que vous n'aurez pas assez de 7 jours dans la semaine pour vraiment faire beaucoup d'activités. Donc, c'est une belle nouvelle, finalement, cette réouverture, parce que des fois, on ferme pour... Hein? Pour mieux réouvrir en grand. Et pour les artistes qui nous écoutent, ceux qui sont intéressés à faire des expositions, exposer leurs peintures, leurs photos, ou même louer la salle peut-être pour présenter une pièce. Pour présenter, oui, c'est sûr que là, pour louer l'endroit, en fait, il faut proposer son projet, bien sûr, au comité de programmation. Là, parce qu'il y a une sélection qui se fait quand même. C'est sûr, parce qu'un lieu comme ça, surtout depuis qu'on l'a rénové, là, aussi beau, c'est sûr que, comme là, les expos, la programmation 2013-2014 est déjà complétée. Je suis certaine qu'ils travaillent déjà sur la 2014-15, voire 15-16. Hein, souvent, on est 2 ans à l'avance. Donc, bien sûr, contactez la Maison des Arts directement. Mais sinon, la salle, si vous voulez la louer, soit le théâtre, qui est quand même un grand théâtre, là, je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais 354 sièges. Oui, quand même. Quand même, théâtre des Muses assez important. Vous pouvez louer le théâtre ou louer le foyer du théâtre ou la salle Alfred Pellan. Vous pouvez, c'est possible, louer pour des événements
corporatif. Bien sûr, on ne fait pas nécessairement sa fête de famille là-dedans. Non, c'est à moins qu'on ait une grosse famille. Ouais, ou bien du budget. Ou bien du budget, c'est ça. Mais si vous voulez avez un événement corporatif pour des entreprises qui voudraient faire une présentation spéciale, ça, c'est un lieu vraiment intéressant et ça, c'est possible de le faire. Bien sûr, encore une fois, tous les détails sur maisondesarts.laval.ca. La Maison des Arts de Laval, un lieu à découvrir, méconnu. Et ou redécouvrir avec sa nouvelle peau. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça fait plaisir. À bientôt. Je suis en compagnie de M. Gilles Harvey. Il est conférencier pour l'Ordre de la Rose-Croix. M. Harvey, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement la Rose-Croix? Alors, l'Ordre de la Rose-Croix est un mouvement, en fait, initiatique, philosophique et traditionnel mondial qui est ouvert aux hommes et aux femmes sans distinction, non religieux, non sectaire, qui est ouvert, en fait, à tous sans distinction de race, de nationalité ou de religion. Vous, ça fait plusieurs années que vous faites partie de cet organisme-là. Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré pour commencer à vous occuper de ça? Ce qui m'a attiré, c'est principalement mon intérêt pour la philosophie. Donc, au départ, un peu pour l'aspect ésotérique des choses. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'Ordre de la Rose-Croix nous amenait vers une meilleure connaissance de nous-mêmes. Donc, une meilleure connaissance du monde dans lequel nous vivons, meilleure connaissance de nous-mêmes, donc meilleure compréhension des autres, étude des lois naturelles, des lois universelles. Alors, comment comprendre ce monde dans lequel nous vivons? Réponse à des questions fondamentales aussi que je me posais. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où est-ce que nous allons? Alors, c'est vraiment un mouvement laïque. Oui, alors, tout à fait. On n'encourage pas une religion plus particulièrement qu'une autre, mais on veut vraiment sensibiliser les gens à la spiritualité, c'est bien ça? Oui, c'est une spiritualité laïque basée sur la philosophie, finalement. Donc, on dit que c'est un mouvement traditionnel puisque les enseignements de la Rose-Croix originent de l'ancienne Égypte et, en fait, se sont transmis jusqu'au 17e siècle où on voit apparaître le nom Rose-Croix dans 3 manifestes qui ont été faits, donc la Fama Fraternitatis, la Confessio et les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Et un même manifeste a été fait en 2001, qui a été publié par la Rose-Croix pour faire un état, finalement, sur la situation mondiale et voir un peu comment les Rosicruciens voyaient cette situation-là. On ne donne pas de solution, mais on fait un état pour amener les gens à réfléchir sur leurs conditions, sur leur mode de vie. Et c'est mondial, on peut en trouver un peu partout. C'est mondial. Donc, c'est organisé en juridiction, comme par exemple au mois d'octobre, la conférence qui aura lieu par M. Serge Toussaint, qui est grand maître en fait de la juridiction de langue française. L'organisation est organisée par juridiction de langue. L'enseignement est le même partout, donc c'est uniformisé. Justement, parlons-en de cette conférence-là qui va avoir lieu justement vendredi, le 11 octobre prochain. On invite les gens justement à y assister. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver? Alors, entre autres, il y a M. Toussaint qui arrive directement de France pour venir donner une conférence. Il est responsable de la section française, donc il vient ici pour une convention qui a lieu au Québec, à Laval. Et qu'est-ce qu'on va parler dans cette conférence? On va parler d'humanisme et de spiritualité. Donc, la spiritualité, l'humanisme est remettre l'être humain, finalement, au centre de la société. Donc, plutôt que d'être, par exemple, à la remorque ou, par exemple, au niveau économique, au niveau social, plutôt que l'être humain au service d'eux, ramener, finalement, soit l'économie, soit l'aspect social au service de la personne. Parce que vous m'expliquez, on est très consommateur. Hein? Donc, on pense que le bonheur, on va aller le chercher dans nos biens matériels, mais vous enseignez autre chose, alors totalement. Que le bonheur, finalement, c'est intérieur. En fait, c'est nous qui faisons notre bonheur à partir de nos convictions intérieures, à partir d'une meilleure connaissance de nous-mêmes. Donc, définir nos véritables besoins, définir nos valeurs. Donc, qu'est-ce que nous voulons dans la vie? Est-ce que nous voulons être à la remorque de quelque chose? Est-ce que nous voulons être au service d'un système? Ou si plutôt nous voulons avoir une vie heureuse et harmonieuse? Trouvez-vous que depuis plusieurs années, ça a empiré ou ça s'est amélioré, ce besoin-là de consommation, selon vous? Est-ce qu'on doit encore plus enseigner les gens de moins consommer et de se retrouver plus au niveau intérieur? Oui, c'est sûr qu'on semble voir une augmentation de cette consommation parce que les gens, en fait, cherchent. Ils cherchent quoi? Lorsque les religions ont été abandonnées ou délaissées, les gens ont jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Donc, les gens cherchent quelque chose et ce qu'ils cherchent, c'est une dimension qui est interne en eux-mêmes, qui est la spiritualité.
mais les gens l'ont trop associé à la religion. Alors, la spiritualité, c'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes, autant que de notre aspect physique, psychologique. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a un problème au point de vue psychologique, ça lui donne des problèmes d'angoisse, de toutes sortes de choses, de stress. Quelqu'un qui ne considère pas cette dimension spirituelle ressent aussi ce genre d'angoisse existentielle intérieure. Donc, il ressent un malaise, il ressent un besoin de quelque chose, et c'est ça qui doit être comblé. Et on ne peut pas le combler par quelque chose d'extérieur. C'est vraiment à l'intérieur. Il faut vraiment entrer en nous-mêmes et essayer de combler ce besoin-là par une présence, par une meilleure connaissance de nous-mêmes, par une meilleure relation avec ce qu'on pourrait dire notre moi intérieur. Et qu'est-ce qu'on pourrait suggérer aux gens, un petit geste à tous les jours à poser pour s'aider justement à aller chercher notre connexion intérieure? Mais peut-être faire un arrêt, on parle de méditation, donc peut-être faire un arrêt, rentrer en nous-mêmes, quelques minutes par jour et se poser la question qui suis-je ou qu'est-ce que je veux dans la vie? Ça a l'air bien simple, mais méditer juste 5 minutes pour des gens. Notre société est de plus en plus active, donc je pense que c'est un gros défi à faire de s'arrêter à 5 minutes. Nous avons tellement de sollicitations que oui, on n'est pas habitué à arrêter. On n'est pas habitué au silence, on n'est pas habitué à se retrouver en soi-même. On a plutôt l'impression qu'aujourd'hui, il faut se distraire, avoir beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation. Alors, un organisme vraiment à découvrir et tous les gens devraient faire partie de votre organisme justement pour essayer d'aller chercher une connexion intérieure un peu plus. Alors, si vous êtes intéressé, conférence qui se donne à Laval le vendredi 11 octobre. Alors, vous êtes invité à y assister. Monsieur Harvey, ça fait un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup. On va souhaiter aux gens d'aller chercher une connexion un peu plus intérieure que d'une consommation extérieure. Merci beaucoup. Merci. Ça fait un plaisir. À chaque semaine, elle va à la rencontre et met en lumière des gens fabuleux qui s'impliquent dans leur communauté. Elle est à la fois relationniste, productrice et bénévoliste. Peggy Belland, salut! Bénévoliste, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Je me suis dit, c'est quand même une définition de tâche. Ça fait partie de ta vie, le bénévolat. Ah oui, c'est sûr. Ça fait partie de ma vie, puis ça va toujours faire partie de ma vie. Et pour ma chronique cette semaine, je te parlais que j'aimais beaucoup les jeunes. Mm-hmm. Donc, j'ai décidé de remercier tous les jeunes lavallois qui s'impliquent bénévolement dans la communauté lavalloise. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a beaucoup, ça? Il y en a énormément. Est-ce que tu as une idée du chiffre, Éric? Écoute, je vais dire 1000, mais c'est un chiffre que je ne sais même pas si c'est vrai. En fait, je me suis référée au Centre de bénévolat de Laval et on répertorie environ 2000 bénévoles impliqués au sein de la communauté lavalloise. Est-ce que ce sont des implications qui partent de l'école ou ce sont des initiatives personnelles de ces jeunes-là? Il y a une partie qui part des écoles, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a du service communautaire de plus en plus obligatoire, mais il y a quand même des jeunes qui sont intéressés à s'impliquer et c'est pour ça que le réseau Jeunes bénévoles en action qui existe, qui est référé avec le Centre de bénévolat de Laval. Le réseau Jeunes bénévoles en action a reçu le prix Claude Masson, le prix Hommage Bénévole, Hommage Bénévole Québec en 2011. Et c'est un service qui permet d'aller chercher les jeunes, de les référer, les orienter sur le territoire lavallois. Puis j'ai même des chiffres à te donner très intéressants. Ils sont impliqués dans 19 écoles secondaires, 79 écoles primaires, 50 organismes communautaires, en plus du Collège Montmorency. Donc, ça fait beaucoup d'endroits là, où les jeunes s'impliquent sur le territoire. Donc, de là, la bonne idée de nous les présenter. Oui, et j'ai été voir Nancy Thibodeau, coordonnatrice du réseau Jeunes bénévoles en action. Elle nous a parlé de tous ces beaux jeunes. Voici les images que je vous ai rapportées. Nancy, le réseau Jeunes bénévoles en action a reçu la plus haute distinction gouvernementale, soit le prix Hommage bénévole Québec. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes lavallois dans la communauté pour faire une différence? En fait, ils s'impliquent de beaucoup de façons, soit dans les écoles, soit dans les organismes. Ils s'impliquent beaucoup ici pour notre campagne de panier de Noël également pour les familles défavorisées de Laval. Ils veulent aussi s'impliquer au sein de l'environnement dans les écoles. Ils partent des comités, des marches sans frontières, des marches 2 tiers, pour justement pour le Colombie ou des trucs comme ça. Donc, ils s'impliquent vraiment beaucoup au sein de la communauté, de leur école, des organismes. Ils sont très allumés. Ils veulent vraiment s'impliquer pour faire une différence. Toi, tu es coordonnatrice du réseau Jeunes bénévoles en action. Tu les vois au quotidien, ces jeunes-là. Qu'est-ce qui te touche particulièrement?
Bien, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Alors, les voir vouloir autant s'impliquer puis faire une différence puis changer le monde un jour à la fois en posant leur action, je pense que c'est ça qui me touche le plus, leur engagement communautaire, à quel point ils sont engagés. Je trouve ça très beau. Vous avez une grosse activité au Centre de bénévolat de Laval qui est en lien avec le réseau Jeunes bénévoles en action qui se trouve être la campagne des paniers de Noël. Comment ça se passe avec les jeunes? Ah, ça se passe super bien. Les jeunes, je pense que c'est une des activités dans laquelle ils s'impliquent le plus. On a à peu près une centaine de jeunes par année qui s'impliquent de différentes façons. Il y a différentes activités pour cette campagne-là, que ce soit ici au centre pendant la fin de semaine de la livraison. Il y a le faire la livraison avec leurs parents, que ce soit dans les épiceries faire de la sollicitation, que ce soit à l'emballer des cadeaux. Ils veulent vraiment s'impliquer pour faire une différence puis montrer qu'ils supportent les familles plus démunies de Laval. On voulait leur donner un petit coup de pouce. Nancy, je me permets de dire un gros merci à toi en tant que coordonnatrice du réseau Jeunes bénévoles en action, mais aussi au Centre de bénévolat de Laval. Vous faites une différence en incitant les jeunes à s'impliquer bénévolement dans la communauté lavalloise. Et je te laisse le mot de la fin. J'aimerais que tu remercies tous ces petits trésors lavallois pour nous. Bien, au nom du réseau Jeunes bénévoles en action et du Centre de bénévolat et Moisson Laval, on tenait à vous remercier de vous impliquer à chaque année. Vous êtes plus de 1600 à Laval à s'impliquer au sein de votre communauté, que ce soit simplement dans votre école, dans des organismes, dans des événements spéciaux à Laval. Ça nous touche vraiment de voir vous impliquer à ce point-là et être toujours là. Puis on vous remercie beaucoup. Puis continuez de vous impliquer, on trouve ça important. Peggy, tu as des chiffres sur le bénévolat au Canada. Oui, les jeunes Canadiens s'impliquent énormément. En fait, les 15 à 24 ans s'impliquent à 58 % au niveau du bénévolat, ce qui fait que la moyenne nationale est à 47 %. Donc, les jeunes Québécois font davantage de bénévolat. Et ici, dans cette chronique, à chaque semaine, tu mets en lumière justement quelqu'un qui s'implique, soit quelqu'un ou un organisme, comme tu l'as fait ce matin. Puis un petit peu plus tard, je vous donnerai les coordonnées. Justement, vous avez des suggestions pour Peggy de gens que vous aimeriez voir saluer dans le cadre de cette chronique. Merci Peggy, à la semaine prochaine. Ça fait plaisir. C'est le temps d'une chronique que j'adore et j'ai nommé la chronique cinéma avec l'extraordinaire Nicolas Vincent Poirier. Bonjour Merci Nicolas. beaucoup. Bonjour, ça va bien? Ben oui, très bien. Aujourd'hui, on parle du nouveau film du réalisateur québécois Denis Villeneuve qui s'appelle Prisoners. Exactement, prisonnier en français. Et oui, prisonnier ou les prisonniers, on s'est demandé tout à l'heure, je sais plus c'est quoi. Les gens vont comprendre, je pense que... Ouais. Et je crois que cette semaine, le film trône au sommet du box-office américain. Oui, tout à fait, avec 21,4 millions de dollars. Et Denis Villeneuve s'est fait connaître aux États-Unis grâce au film Incendie. Et Incendie, bon, ça n'a pas remporté le score, ça a remporté une tonne de prix. Et c'est un petit budget, on parle de 6,8 millions de dollars comme budget pour Incendie. Et c'était nominé aux Oscars. Oui, c'était nominé aux Oscars. Et ça, c'est un petit budget pour les Américains. Pour un film québécois, c'est un bon budget. Et là, tout à coup, Denis Villeneuve passe de 6,8 millions pour un film à 46 millions, parce que c'est le budget du film Prisoners. Et moi, c'est un film que j'ai trouvé incroyable, même si c'est quand même assez long. On parle de 153 minutes. Et c'est très long, c'est comme 2h30. Et c'est l'histoire de deux familles qui sont amies et ils vont perdre en même temps leur petite fille. Et les deux pères de famille sont interprétés par Hugh Jackman et Terrence Howard. Et eux autres, ils vont essayer de trouver le salaud qui a enlevé leur fille. Et Hugh Jackman, son personnage, va aller une coche plus loin. Lui, il est persuadé que c'est une personne. Il va aller la kidnapper puis il va la torturer pour essayer d'y faire parler. C'est où est-ce que tu as amené nos filles? Puis d'un autre côté, tu as le détective qui est interprété par Jake Gyllenhaal, qui lui va essayer de trouver le salaud, puis ils sont un petit peu dans une direction opposée par rapport à leur enquête. Et vraiment, quand j'ai entendu parler de ce film-là, j'étais pas trop sûr parce que le scénariste qui a écrit ça, il était pas très, très connu. Il a fait le film, il a écrit le film Contrebande qui a sorti l'année passée avec Mark Wahlberg. Et c'était assez ordinaire. Donc... Je sais de quel film tu te parles et effectivement, moi aussi, j'avais trouvé ça...
so-so, disons. C'est ça, c'est un peu ordinaire. Donc, pourquoi est-ce que Denis Villeneuve a accepté de réaliser un film écrit par ce gars-là? Mais bon, évidemment, il y a des choses qui se sont passées depuis ce temps-là et c'est vraiment extraordinaire comme scénario. Et ce qui est drôle, c'est que le film The Prisoners, ça fait des années que c'est en préparation. Au tout début, il y avait Mark Wahlberg qui était censé jouer dans le film. Il y avait Antoine Fuqua qui est un réalisateur de films d'action qui était censé réaliser le film. À un autre moment donné, il y avait Leonardo DiCaprio qui était censé jouer dedans. Et ça a continué comme ça pendant un certain temps. Et finalement, c'est Denis Villeneuve qui a accepté de réaliser le film. Et je comprends pas pourquoi ils ont attendu si longtemps que ça. Le scénario est numéro 1. Il n'y a rien que j'ai pas aimé de ce film-là. Les acteurs sont incroyables, le scénario aussi, la réalisation aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ce film-là gagne des prix. Et le fait de l'avoir sorti à ce moment-là, au mois de septembre, je pense que les studios pensent vraiment qu'ils ont des bonnes chances aux Oscars et avec d'autres prix, beaucoup justement pas de célébration, mais des cérémonies. C'est ça, des cérémonies qui vont commencer bientôt, d'ailleurs. Mais ce que je te demandais tout à l'heure, c'est pas du tout un film canadien, là. C'est un big film. Non, c'est un film américain. Toute la gomme, là. Oui, tout à fait. Écoute, à 46 millions de budget, oui, c'est un film hollywoodien. Le film a remporté, dans sa première fin de semaine, 21,4 millions de dollars, ce qui fait du film Prisoners le film qui a eu sa plus grosse fin de semaine de sortie, qui est réalisé par un Québécois. Ici, on va au numéro 2, le deuxième film qu'un Québécois a réalisé, puis ça a rapporté le plus d'argent dans sa première fin de semaine. C'est étonnant, mais c'est le film My Bloody Valentine qui est paru en 2009. Le film a fait 21,2 millions, juste 200 000 de moins, qui est réalisé par Patrick Lucier. Et pour venir au film Prisoners, un film un peu dans le même genre, c'est Gone Baby Gone. Donc, c'est un film réalisé par Ben Affleck en 2007, je pense. OK. Pour tous ceux qui ont aimé ce film-là, vous allez aimer The Prisoners. Et moi, j'ai adoré le scénario, de la manière que l'histoire est construite, le punch aussi. Le punch est excellent. Sérieusement, ça m'étonnerait tellement que ce film-là gagne pas au moins un seul Oscar. C'est sûr. Même l'Oscar du meilleur film, tu crois? Meilleur réalisateur, peut-être? Meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur film, meilleur acteur, meilleure actrice. Jake Gyllenhaal. Tout le monde est excellent dans le film. Vraiment, si le film ne gagne pas au moins un Oscar, il y a un problème en quelque part. Et la fin de semaine prochaine, le film va faire compétition au film Rush, qui est un film de Ron Howard, et le film Don John, le premier film réalisé par Joseph Gordon-Levitt. Donc, ces temps-ci, les films, c'est vraiment des films qui sont, on va dire, qui ont plus de chances de gagner un prix que ce qui a été présenté cet été, mettons. Mais Denis Villeneuve, là, qui est avec les grosses pointures hollywoodiennes, ça serait un honneur quand même qu'il gagnerait l'Oscar du meilleur réalisateur. Moi, j'y souhaite. Et surtout là, c'est son test. C'est son premier film américain. Déjà là, première fin de semaine, 21,4 millions de dollars uniquement en Amérique du Nord. On peut imaginer qu'en Europe et ailleurs dans le monde, il va faire à peu près le même montant. Donc, il va rentrer très vite dans son argent. Et moi, je pense que la carrière de Denis Villeneuve aux États-Unis ne fait que commencer. Merci beaucoup, Nicolas. C'était fort intéressant. Comme on l'a dit avec Eduardo Dacosta, cette télévision et cette émission est la vôtre et vous devez y participer. C'est pas juste de mettre le doigt sur la télécommande et de zapper ou de revenir sur cette émission-là, mais il faut vraiment y participer parce que cette télévision-là, elle a votre couleur de même que l'émission. Alors, si vous avez des commentaires, des suggestions, comme pour des invités, ou entre autres avec Peggy Belland, avec notre chronique Mille merci, bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Il y a différentes façons de le faire. La bonne vieille, c'est par le téléphone. C'est donc le 450-973-8005, par courriel info@tvrl.ca. Sinon, par les réseaux sociaux, on a une page Facebook Laval et compagnie. C'est magnifique. C'est-tu magnifique? Hey, je t'ai vu dans une publicité, moi. C'est vrai, oui? Oui, de Jean Coutu. Tout le monde m'a dit ça hier, ça a commencé à jouer hier. Mais j'étais contente. Je regardais la télévision, je fais « Ah, c'est Amélie! » Mais je suis content pour toi, ça va bien les choses. Ça va bien et là, je suis contente parce que c'était vraiment un rôle d'une maman dans une pub. Donc... C'est ton premier rôle de maman? Oui, c'est ça. Okay. C'est comme je pense à un autre stade. Oui. Puis il y a des beaux rôles là-dedans. Puis je suis contente de travailler avec toi aux séries. J'ai beaucoup à apprendre de toi. J'aime ça t'observer. Ben, ça me fait plaisir. C'est une belle expérience. Écoute, notre idée là-dedans, c'est de faire une émission qui vous plaise puis d'avoir une interaction. On n'a pas beaucoup dans l'émission parce qu'on est chacun à notre bord, mais au moins qu'on ait ce petit moment-là à la fin de l'émission. Je vais remercier les gens qui se déplacent quand même, qui sont venus ici en studio.
studio pour Laval et compagnie. D'abord, bien sûr, Eduardo Dacosta, Paolo Galati, il y a aussi Laurent Leblond. Il y a nos chroniqueurs, nos indispensables chroniqueurs et chroniqueuses, Ghislain Plourde, Sarah Bibeau, Anne-Marie Kirouac, Martine Larose et Nicolas Vincent Poirier. Puis des gens que vous ne voyez pas, mais on va les souligner. Puis je sais qu'il y a un générique, mais de le dire en ondes, c'est toujours le fun. Alors, Manon Lemieux pour la recherche, Alain Huppé pour la réalisation. Il y a Daniel et puis Pascal derrière la caméra. Puis il y a aussi Sandra qui nous fait notre maquillage et qui nous arrange tout ça. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Aussitôt que vous avez des petites choses, on prend connaissance, bien sûr, de vos commentaires. Puis j'aime toujours terminer l'émission avec une petite pensée parce que, je sais pas, il me semble que j'ai une appartenance, comment je te dirais, à la scène municipale de plus en plus. Oui. Je trouve que c'est important de, comment je vous dirais, de nous sensibiliser à ça. Alors, si jamais vous n'avez pas encore développé d'attachement pour votre ville, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore saisi que dans l'immensité de notre planète, il est le seul endroit en ce moment sur une map monde où il est écrit « Vous êtes ici ». C'est magnifique. Ça fait plaisir. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis on vous donne rendez-vous à notre prochaine de Laval et compagnie. Bye tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine.